Avant que Joseph Chovanec intervienne, on va vous faire un petit jeu de mise en situation. On vous a déposé sur vos tables des papiers blancs. On va vous laisser prendre cette feuille, s'il vous plaît. Et puis vous munir d'un stylo. Et bien vous allez changer de main. Le stylo va passer dans l'autre main. Vous allez bien garder ce stylo dans votre main non directrice. Il y en a toujours un qui dit oui, mais moi je m'en fous, je suis ambidex. Ben, c'est pas grave. Vous prenez quand même la main avec laquelle vous... Tu peux me mettre la flèche? Je vais vous demander le plus vite possible, vraiment le plus vite possible, mais tout en restant lisible, d'écrire la phrase qui se trouve sur l'écran. Et en entier, s'il vous plaît. Allez, je vais écourter votre douleur. Vous allez retourner la feuille maintenant, s'il vous plaît. Ne pas regarder ce que vous avez écrit. Est-ce que quelqu'un est capable de me dire la première phrase qu'il a écrite? Quel était le sens? Enlève la phrase. Regardez pas la phrase. Ben non. Est-ce que vous savez ce que vous avez écrit? Est-ce que vous étiez concentré sur ce que vous écriviez? Qu'est-ce que vous avez ressenti pendant cet exercice? Des difficultés? Du stress, parce que j'ai fait exprès de vous mettre sous pression? De la fatigue? Comment? De l'impatience? Concentration énorme pour arriver à exécuter ce geste? Comment? L'abandon. Oui? L'horreur de se sentir incompétent dans le résultat, que ce soit pas joli. À votre avis, les personnes qui ont ces difficultés-là, quel pourrait être votre handicap invisible quand vous écrivez comme ça? J'ai entendu dyspraxie, dysgraphie. Donc vous étiez en situation de dysgraphie, donc des personnes qui forcément peut-être ne vous en ont pas parlé. Du coup, qu'est-ce qui est important? Est-ce que mes mises sous pression vous étaient assez désagréables, j'imagine? Ça vient, dépêchez-vous, on n'a pas le temps, etc. Donc tout cet inconfort que vous avez ressenti, toute cette frustration, etc., effectivement, c'est ce qu'on peut ressentir quand on a un handicap invisible et qu'on essaye de travailler. Donc l'idée, c'était de vous montrer que plus on met sous pression, moins on observe, etc., plus on met la personne en difficulté. Donc c'est important d'essayer. Est-ce que vous en parleriez si vous aviez une dysgraphie? Est-ce que vous en parleriez à vos collègues ou à votre manager? Comment? Ça se verrait de suite. Il y a les ordinateurs maintenant. Alors, on ne va pas aller plus loin, c'est juste vraiment une petite mise en situation pour que vous vous rendiez compte de ce qu'on peut ressentir dans ces situations-là. Et oui, en tant que manager, en tant que collègue, évitez de trop mettre la pression quand une personne peut rencontrer des difficultés. Je vais laisser la parole à Pierre Jolidon qui va vous annoncer la suite de cet après-midi. Merci en tout cas pour vos productions. Merci beaucoup Élodie. Eh bien écoutez, la suite, vous la connaissez puisqu'il s'agit de monsieur Joseph Chovanec, qu'on est vraiment très très heureux d'avoir parmi nous aujourd'hui. C'est un honneur pour nous effectivement de l'accueillir. Je vous laisserai vous présenter Joseph évidemment. J'ai commencé cette journée en vous disant qu'on avait envie de faire un pas de côté dans cette fin d'année un peu dense où on est tous très chargés, etc. Eh bien, écoutez, je vous invite au voyage. Je vous invite à laisser libre cours à votre imagination, à votre pensée. Et puis voilà, à écouter Monsieur Chovanec. Voilà, qu'on est très très heureux d'accueillir. Bienvenue et merci à vous, Joseph.
Merci beaucoup. Je suis très touché de pouvoir partager avec vous cette étape du Tour de France. Ça, c'est une grande joie de revoir des amis également. Mais je m'étais dit peut-être que pour commencer nos échanges, on allait donner la parole à Johanna. Johanna est une jeune femme qui a des choses très intéressantes à nous dire. Alors, il y aura évidemment une petite surprise, bien sûr. Quoique, peut-être vous vous y attendiez. On y va donc. Place à Johanna, si vous le voulez bien, pendant 1 minute et quelques. Salut à tous. Je m'appelle Johanna, j'ai 19 ans. J'ai une petite particularité, à peine visible, n'est-ce pas? J'ai un handicap. C'est une IMC, une infirmité motrice cérébrale. À ma naissance, le médecin qui s'est occupé de l'accouchement de ma maman a fait une erreur médicale, ce qui a provoqué une rupture utérine. L'utérus de ma maman s'est complètement pété. Ma maman et moi, on a pu surrespirer pendant un moment. On a failli mourir, mais une bonne étoile est passée au-dessus de nous et nous a sauvés entre guillemets. J'ai un super ordinateur qui me permet de m'exprimer. Je le contrôle avec mes yeux. En gros, j'ai une caméra juste en dessous de mon écran qui capte les mouvements de ma pupille. Ce système est trop top. Il me permet de parler avec tout le monde. Il y a juste que la communication prend un peu de temps, car il faut quand même que j'écrive mon message avant de le dire. Et en plus, je vous avoue que comme je suis bavarde, quand on veut papoter avec moi, il ne faut pas être pressé, quoi. Voilà, c'est pour présenter brièvement Johanna. Qu'est-ce que vous pensez de Johanna? Je la trouve super. Et il se trouve que je la connais. Alors, ce n'est pas une étudiante à moi, parce que je ne travaille qu'avec les étudiants qui font des études de philo. Alors, handicap et philo, c'est la double peine, hein, non, c'est une blague. Elle, Johanna, elle fait d'autres études, mais je la croise régulièrement. Et j'apprends le monde, ou une partie du monde, grâce à Johanna. L'autre jour, je croise Johanna, et je lui demande, mais qu'est-ce que vous avez fait? Comment ça va? Et elle me répond, je suis allée à la casa. Ah, moi, désolé, la casa, je ne connais pas. En fait, c'est une boîte de nuit locale, mais comme je ne vais pas dans les boîtes de nuit, voyez mon ignorance. Et donc, je lui demande qu'est-ce que c'est que la casa. Et Johanna de me répondre, c'est un endroit avec plein de gens bourrés. Bon, grâce à Johanna, je découvre l'université où je bosse, quoi. C'est pas beau, la vie. Blague mise à part, hein, ce que je trouve formidable avec Johanna, avec tant d'autres personnes, que ça nous donne totalement à repenser la notion de capacité, la notion de compétence, la notion d'intelligence au pluriel et tout cela. Imaginez, on peut faire une expérience mentale. Imaginez qu'on prive Johanna de son super ordinateur pour utiliser son vocabulaire. Est-ce que, en tant que recruteur, vous auriez envie de recruter Johanna? Voyez, vous vous diriez probablement qu'elle n'a pas les compétences professionnelles. En fait, si, elle les a. Mais simplement, on fait très souvent l'erreur de considérer comme inférieurs, comme ayant une déficience intellectuelle, les gens qui nous ont l'air différents. Voyez? Et c'est peut-être sur ce premier handicap dit invisible que je me permettrai d'insister. C'est un handicap, je dirais, hélas, invisible, hein, parce qu'on a trop souvent tendance à dénigrer les compétences des gens. C'est tellement facile de dire, lui, il est déficient, quoi. Voyez? Mais est-ce qu'on aura vraiment perçu les compétences des gens? Ça, c'est un sacré défi, mais une tâche plaisante. Il n'y a rien de désagréable dans cette, je dirais, quête des découvertes de l'autre. Simplement, combien de fois on se trompe, hein? Et je serais même plus provocateur que ça. Alors, ce n'est qu'à moitié une provocation. Plus les années passent, où j'ai la chance de voyager, de rencontrer tous les jours toutes sortes de personnes dans toutes sortes d'établissements, parfois de très mauvais établissements pour personnes handicapées, et plus je suis convaincu qu'en fait, la déficience intellectuelle, je ne sais pas ce que ça veut dire, quoi. Voyez? Je n'ai encore jamais rencontré de personnes dépourvues de compétences.
hein. Et quand on y réfléchit un peu, il y a tout un monde qui petit à petit s'en trouve mentalement, quoi, hein. Je pourrais vous raconter plein de petites anecdotes plus ou moins douloureuses, hein, mais bon, après tout, le ridicule ne tue pas, hein, c'est ce qui me permet d'être encore aujourd'hui parmi vous, hein. Voilà, donc, anecdote, c'est une sorte de running gag même, parce que ça se répète régulièrement. J'ai la chance d'aller de temps à autre, même assez souvent, partager des journées dans des établissements où vivent des personnes handicapées. Donc le matin, je me pointe vers peut-être 8h30 et à l'accueil, il y a une professionnelle du handicap, donc qui est habituée à voir du matin au soir des personnes valides, des personnes handicapées. Et il m'arrive assez régulièrement que donc cette professionnelle du handicap, en me voyant, me tente des clés, pensant que je suis un nouveau pensionnaire de la maison. Alors, c'est excellent parce que ça montre que cette professionnelle a compris qu'il y avait un club commun entre les gens de l'établissement et votre serviteur. Et ça, c'est chouette, ça. Par contre, ce qui est moins chouette, c'est pourquoi le soir venu, après que je me suis amusé pendant des heures et des heures avec les nouveaux camarades, pourquoi eux, ils resteront entre quatre murs et pourquoi moi, je serai dans une chambre d'hôtel, par exemple. Qui fait le tri et selon quels critères, hein? On en revient toujours à cette question. Sans le super ordinateur de Johanna, que se passerait-il? Voyez, c'est une vraie question de comment reconnaître cette pluralité des compétences humaines, hein. Et donc c'est un peu cette question qui pourra nous accompagner au cours d'un certain nombre de nos échanges, d'un certain nombre de nos voyages, hein. Parce que je vous propose même un voyage très lointain. On va voyager dans le temps, on va aller très 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 loin peut-être dans le temps et on va se rendre à une période très lointaine, hein, voilà. Si vous avez pu visiter le musée national de Nairobi au Kenya, il y a tout un espace génial consacré à des crânes, à des squelettes qui remontent à parfois il y a très très longtemps. À lui, c'est Casse-Noisette, hein, donc pourquoi on le surnomme comme ça? Parce qu'il avait des muscles très puissants pour casser n'importe quelle noix ou noisette, quoi, hein. Il y a d'autres crânes, etc. Donc on voit ici une très forte biodiversité humaine, hein. La bonne nouvelle, c'est que cette biodiversité humaine n'a pas disparu, quoi, hein. Il suffit de savoir la regarder, voyez. Et donc justement, à l'époque de la préhistoire, à quoi ressemblait la vie des personnes handicapées? Est-ce que vous êtes déjà posé la question? Parfois, les gens me répondent « Ah, c'était épouvantable, on les tuait, quoi. » Mais êtes-vous très sûr de ce que vous dites, quoi? Eh bien, est-ce que ce sont, on va dire, des croyances pas forcément fondées, hein? Et il y a maintenant un domaine de recherche en histoire qui se met petit à petit en place et c'est fascinant de voir, par exemple, le XVIIIe siècle vu par les personnes sourdes au hasard, quoi, vous voyez? Donc, une historiographie qui passe par justement la pluralité humaine. Il y a eu des tentatives de reconstitution des conditions de vie handicapées à la préhistoire. Alors nous pouvons regarder ces quelques images, hein, et on peut remarquer que l'oreille des fauves correspond à l'espèce des fauves, hein, donc c'est pas au hasard, hein, c'est pas un patchwork aléatoire d'oreilles. De même que le mammouth correspond à une réalité. Il faut avoir une excellente mémoire visuelle pour dessiner ça, parce que le mammouth ne rentre pas physiquement dans les couloirs de la grotte, hein, on est d'accord, quoi. Tout comme le fauve ne va pas prendre la pose devant vous, hein, il va vous bouffer peut-être, mais pas prendre la pose, hein. Alors, il faut avoir une excellente mémoire visuelle, mais les gens ont tendance à surestimer leur mémoire visuelle. On peut faire un petit exercice. Si vous fermez les yeux, êtes-vous en mesure de vous représenter la tour Eiffel? Vous me direz oui, mais combien de barres métalliques est-ce que vous comptez et quelle est leur structure? C'est là qu'on voit tout de suite qu'il y a une petite minorité de gens avec une excellente mémoire visuelle, hein. Et c'est probablement dans cette catégorie-là que se situaient nos artistes, quoi.
Et si on y réfléchit encore un peu davantage, à quoi aspire l'être humain? À passer sa vie avec les copains au soleil, peut-être, sans doute même. Mais ici, il faut passer sa vie dans les corridors sombres et froids d'une grotte. Est-ce qu'il y a des volontaires? Hein? Et il n'y avait pas les beaux-arts à l'époque, donc il fallait passer des milliers d'heures pour maîtriser la technique du fusain ou de je ne sais quoi. Ouais. Donc c'est un profil humain très particulier. Oui, peut-être que les personnes que nous qualifions de porteuses de handicap invisible, peut-être qu'ils nous ont laissé un patrimoine visible, très visible même. Hein. Et on saute de quelques milliers d'années, on arrive à l'invention de l'écriture. Quelle drôle d'idée que d'avoir inventé l'écriture, hein, de faire des petits gribouillis, hein, c'est pas étrange comme idée, quoi. Hein. D'ailleurs, dans les sociétés antiques, les grands de ce monde, les rois, pharaons, etc., ils étaient analphabètes et fiers de l'être. C'était pour les crétins que de lire et écrire, quoi, voyez. Et l'écriture en Chine a été inventée par observation des craquelures sur les carapaces de tortues. Donc, je ne sais pas si vous êtes parents, mais peut-être que vous avez un enfant qui passe sa vie à observer les craquelures sur les carapaces de tortues. Vous l'amenez chez le pédopsie, hein, et quel genre de diagnostic va tomber, hein, c'est une discussion qu'on peut avoir. Mais en tout cas, heureusement qu'il y a des milliers d'années, quelque part dans ce qui allait devenir la Chine, il y avait des gens qui ont consacré leur vie à regarder les craquelures sur les carapaces de tortues. Alors, j'aime bien cette image. Alors, cette image, c'est un texte en sumérien. Le sumérien est sans doute la langue écrite la plus ancienne de l'humanité. Cette image, en vrai, elle est très petite. Hein, ça a la taille à peu près d'une carte bancaire. Hein. Donc, pour écrire le sumérien, vous avez un marteau, un maillet. Hein, vous mettez des coups. Pam, 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 pam. Et en fonction de l'orientation de chaque coup, ça forme le texte. Si vous vous trompez une fois, on recommence tout. On est d'accord, hein, c'est le principe du jeu, quoi, hein. Donc, question, est-ce que vous accepteriez de passer votre vie à faire ça? Heureusement qu'il y a des gens bizarres qui aiment faire ça. Voyez? Et je vais me permettre de faire un petit flash par rapport à l'époque contemporaine. Il y a tout le temps des gens qui grincent et qui disent « Ah, les jeunes ne lisent plus, les jeunes ne s'intéressent plus à Alexandre Dumas, quoi. » Oh, ok, mais en fait, c'est faux, parce que je pourrais vous montrer beaucoup de jeunes qui passent leur vie avec Alexandre Dumas et la reine Margot, quoi. Voyez? Mais ce sont peut-être des jeunes avec des profils spécifiques, comme on dit pudiquement. Hein? L'autre jour, j'étais à une réunion, je vous passe les détails, et il y avait une personne, un monsieur que je connais, qui représentait des personnes aveugles. Hein? J'ai bossé pendant 8 ans pour des personnes aveugles, donc j'ai des liens un peu affectifs. Et donc, il nous avait fait un très bel exposé sur la difficulté d'accès à la lecture des personnes aveugles. Hein, donc il a parlé des bibliothèques, c'était passionnant. Et à la fin, je voulais le taquiner, je lui ai dit, mais vous les aveugles, vous êtes les seuls de nos jours à vouloir lire des livres. Voilà. Bon, j'aurais pu dire qu'il y a aussi les autistes, etc. Mais fondamentalement, quoi, hein, heureusement qu'il y a des personnes jugées bizarres, parce que sinon il y a des pans entiers des activités humaines qui n'auraient pas lieu, quoi. Quel jeune, que sais-je, de 18-19 ans, passerait toutes ses vacances d'été à lire et relire la Reine Margot, quoi. Vous voyez? Heureusement qu'il y a des personnes, j'ai la chance d'en connaître quelques-unes, qui ont ce profil-là, quoi. Vous voyez? Et donc, de là, peut-être on peut même pousser le raisonnement un peu plus loin. Peut-être qu'au cours des décennies antérieures, la situation n'était guère différente, quoi. Voyez, on pourrait gloser là-dessus, mais je suis convaincu que beaucoup d'activités humaines sont typiquement un petit, on va dire, une chasse gardée ou une zone d'activité pour tel ou tel profil humain. C'est assez fascinant quand on y réfléchit. Et on peut sauter de quelques siècles encore, on arrive au Moyen-Âge. Dites-moi, quels étaient des métiers très inclusifs pour des personnes qu'aujourd'hui on qualifierait comme ayant tel ou tel handicap? Par exemple, le métier de berger. C'est génial, les moutons. Les moutons sont inclusifs.
Oui, oui, il ne vous discrimine pas en fonction de votre CV, de votre tenue vestimentaire, de votre maîtrise de la grammaire gréco-latine ou pas. Oui, c'est beau les moutons, quoi. Hein. Et à l'inverse, si vous êtes une personne hyper sociable, ne faites pas berger. Pourquoi? Parce que vous allez souffrir, quoi. Hein, voilà. Et on peut l'illustrer puisqu'on est un peu dans ces métiers auxquels on ne pense pas toujours. J'ai quelques images pour vous. Elles sont des images vraies, hein, il n'y a pas de blague. Hein. Alors, est-ce que vous êtes déjà retrouvé face à un chamelier? Voyons, le berger des chameaux, on va le dire comme ça. Pas le type touristique, hein, je veux dire un vrai, quoi. Hein. Si vous êtes chamelier, hein, vous êtes quelque part au fin fond du désert, vous occupez des chameaux, là. En fait, il peut s'écouler une année sans que vous ayez face à vous un bipède humain qui est partant. Heureusement qu'il y a des copains qui... Quand je dis copains, c'est du petit club, on est d'accord, hein, ce que je veux dire. Hein. Heureusement, il y en a qui, eux, ça leur plaît, quoi. Et imaginez maintenant, vous êtes recruteur, vous devez trouver un chamelier, quoi, hein, voyez. Et vous essayez de trouver, on va dire, un non-autiste, une personne valide, quel niveau de salaire il faudra lui offrir pour qu'il ou elle accepte de faire le boulot, quoi. Quelle idiote façon de procéder, hein? Alors qu'il y a des gens qui adoreraient faire ça, quoi, hein? Mais presque indépendamment des questions de salaire. Hein? Bon, j'ai peut-être une petite histoire personnelle à ce niveau-là. Alors, je crois que c'est pas un secret. J'ai un petit faible pour l'arabe littéraire, quoi, hein? Et donc, j'ai en particulier pu avoir des professeurs dans un village reculé du sultanat d'Oman. Hein? Voilà, il y a donc dans ce village-là, il y a un château qui est en ruine, quoi. Hein. Alors c'est très grand, hein. La photo ne le laisse peut-être pas paraître, mais en fait c'est un très grand endroit au milieu du désert. Et donc qui dit ruine au milieu du désert, il faut évidemment un gardien. Hein. Et donc ils ont eu la lumineuse idée d'embaucher un autiste, quoi. Ouais. Alors lui, il est content, quoi. Il n'y a pas de réseau, il n'y a pas de... content, quoi. Hein. Ou alors, pour prendre un exemple en France, alors c'est en Nouvelle-Calédonie, mais techniquement c'est en France, hein, il y a une cascade. Hein. C'est dans un lieu très reculé, hein, du nord de la Nouvelle-Calédonie, la cascade de Tao. Hein, et là aussi, même mécanisme, il y a un gardien. Il s'appelle Ernest, je l'ai rencontré, et même en ayant l'habitude de fréquenter le monde du handicap, rencontrer Ernest, ça vous marque, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Hein, donc, ça donne beaucoup à réfléchir. Donc, vous voyez, on pourrait essayer de repenser les mécanismes de recrutement. Et non plus forcément essayer de forcer la main à telle ou telle personne pour faire un boulot qui ne lui correspond pas forcément, en lui promettant un bonus financier ou autre. Je ne pense pas que ce soit la façon la plus intelligente de procéder, mais plutôt d'aller trouver des personnes dont le profil correspond le mieux aux activités que l'on a en tête ou que l'on a à mener ensemble. Vous voyez, c'est un petit raisonnement que l'on peut mener ensemble. Et pour cela, on va voir, on aura une intervention de notre professeur de management préféré, en tout cas c'est mon prof de management préféré, c'est l'inspecteur Gadget, qui va nous expliquer bien tout cela. L'inspecteur Gadget, le voici. J'espère que je vais vous le retrouver parce que ça serait dommage de ne pas l'avoir parmi nous. Voici l'inspecteur Gadget, professeur de management. Alors, un petit mot de contexte peut-être. Hein. Qu'est-ce qui fait rire les gosses avec l'inspecteur Gadget ? C'est qu'en fait, l'histoire est ultra répétitive. Hein. Il y a un grand méchant, donc le docteur Gang, on est d'accord, hein, qui a des ressources colossales. Et le docteur Gang, quel objectif, c'est d'éliminer Gadget. On est d'accord. Oui. Et ça, tout le monde le comprend. N'importe quel enfant le comprend en quelques instants, quoi. Le seul qui ne l'ait toujours pas compris, c'est Gadget lui-même. Et c'est ce qui fait rire les gosses, parce qu'il n'a toujours pas compris qu'il y avait le docteur Gang qui lui en voulait. Mais dites-moi, comment se fait-il que Gadget, qui sur le plan social, on va se dire les choses est totalement nul, comment se fait-il qu'il soit toujours en vie ?
Pourquoi est-ce qu'il n'a toujours pas été éliminé par le Dr Gang? Il aurait dû l'être, vu sa naïveté, sa candeur et tout ça. Mais en fait, parce qu'il travaille en équipe. Et attention, il ne travaille pas en équipe avec un deuxième gadget. Parce que s'il y avait 2 gadgets, ils se feraient éliminer tous les 2 très rapidement. Non, il travaille en équipe, mais avec des gens qui ont des profils très différents de lui, quoi. Voyez? C'est ça le petit secret. Pour faire une équipe, du team building, hein, ça sonne mieux dit comme ça. Hein, associez-vous toujours avec des gens différents de vous. Parce que si vous vous associez à des gens comme vous, l'innovation sera très faible. Je ne vais pas vous raconter ma petite vie, mais hier soir, on a fait avec un groupe d'étudiants en situation de handicap, on a un club culturel, en Belgique, peu importe. Et donc, parmi les visiteurs habituels du petit club, il y a 2 jumeaux, 2 vrais jumeaux, quoi. Hein. Et donc, vous connaissez ces liens très étroits qui existent souvent entre vrais jumeaux. Hein. Donc, quand l'un, par exemple, est crevé, l'autre est aussi crevé, quoi. Quand l'un tombe malade, l'autre est malade ou va tomber malade dans les heures à venir, vous voyez. Et même quand ils se téléphonent pas forcément, mais il y a une synchronisation. Donc si les 2 jumeaux travaillent ensemble, ils sont très contents de se fréquenter. Mais comme ils parviennent aux mêmes idées au même moment, vous voyez, il est plus intelligent et plus créatif que chacun bosse avec quelqu'un de différent de lui. Alors, ça, c'est la première leçon de management de gadget. Mais pourquoi je me permettais de montrer l'image de gadget? C'est qu'en fait, si vous voulez recruter gadget, il ne faut pas procéder de la façon habituelle. Est-ce que vous connaissez des fiches de poste qui correspondraient au profil de gadget? Non, ça n'existe pas. Hein. D'autant plus qu'au cours des années, les fiches de poste ou petites annonces d'emploi sont écrites de façon de plus en plus standardisée, quoi, hein. Donc, quand vous avez un handicap ou une différence, vous pouvez passer toute la journée à lire les fiches de poste. Tout ce que ça va vous donner comme impression, c'est « Ouh là là, je ne suis vraiment pas adapté », quoi. Alors, c'est tout ce que vous allez en retenir, quoi, hein, voilà. Donc, pour recruter gadget, il faut faire autrement. Il faut d'abord le recruter et puis ensuite faire la fiche de poste, quoi. Oui. Et ça, ce n'est pas une façon qui m'est venue comme ça à l'esprit maintenant dans la cervelle fêlée. Hein, c'est un concept qui a été étudié, développé. Ça s'appelle le job crafting. Vous voyez, crafting, C-R-A-F-T, etc. Oui. Et donc, c'est un concept assez fascinant et qui est d'ailleurs valable au-delà du handicap. Hein. Ce n'est pas tout à fait spécifique au handicap. Et donc, de partir du profil des gens pour construire ensuite les activités de chacun, quoi, hein, voyez. Et j'ai une petite pensée à une start-up que j'ai visitée il y a quelque temps. C'est une start-up israélienne où il y a à peu près la moitié de gens autistes, à peu près la moitié de gens non autistes, enfin. Et donc, lors de la visite, j'avais cherché à en savoir davantage sur comment le travail s'organise et tout ça. Et je leur avais donc demandé, mais comment est-ce que vous répartissez le boulot? Hein, qui fait quel boulot chez vous? Et le monsieur qui me faisait la visite, il m'avait répondu, mais sans rire, hein, plus d'un ton tout à fait sérieux, c'est très simple. Nous attribuons les tâches humiliantes et dégradantes aux non-autistes. Hein, donc tout ce qui est management, direction générale. Hein, bon. Disons que tout le monde est content, quoi. Vous voyez, tout le monde est content. Hein, donc, ça, c'est à nouveau une sorte de mise en application un peu potage, certes, mais mise en application du principe de management de l'inspecteur gadget, quoi, hein. Et si vous me permettez une petite touche plus personnelle, hein, en fait, quand j'y réfléchis bien, les fois où j'ai pu travailler, j'ai eu la chance de travailler. Hein, bon, peut-être que je travaille même un peu trop, mais bon, c'est un autre débat. À chaque fois, il y a eu 2 facteurs qui se sont cumulés. Premier facteur, c'est que quelqu'un a court-circuité les procédures usuelles de recrutement. Voyez? C'est-à-dire, littéralement, telle personne a dit « Je veux que vous ou toi, tu travailles pour moi. » quoi. Voyez? Et des fois, de façon tout à fait spectaculaire et inattendue, quoi. Voyez? Donc, ça, c'est une chose. Et deuxièmement, on m'a fait des postes sur mesure, quoi.
voyez. Pas forcément un remaniement complet du poste, mais une étude de ce qui était faisable ou pas, quoi, hein, voyez. Donc ça peut quand même peut-être nous donner à réfléchir. Par rapport justement à ces procédures de recrutement, hein, j'ai brièvement mentionné le sujet, mais je ne suis pas allé plus en détail. Hein. Alors, c'est un sujet un peu compliqué, hein, parce qu'on est tellement habitué, hein, que ce soit dans la fonction publique, que ce soit dans les entreprises privées, on est tellement habitué à voir certaines procédures de recrutement qu'on n'ose même plus secouer le cocotier complètement, quoi. Voyez, hein. Pourtant, malheureusement, il faut savoir que même en étant très bienveillant, hein, on va éliminer peut-être 9 bons talents sur 10, quoi. Le chiffre que je vous donne, je ne l'ai pas inventé, il vient de Microsoft. Microsoft a fait toutes sortes d'études pour savoir comment est-ce qu'on peut avoir un processus de recrutement équitable, hein, et donc intelligent pour l'entreprise, hein, parce que discriminer est idiot, hein, y compris surtout sur le plan financier d'ailleurs, mais bon, c'est un autre débat. Donc, ils se sont rendus compte que même en creusant, je dirais, les biais de recrutement des différents responsables, malgré tout, on va rester excluant, quoi, hein. Donc, il faudra repenser totalement la procédure de recrutement, quoi, voyez. Et justement, peut-être, je vous propose un petit exercice à ce niveau-là. Alors, c'est une image qui a l'air rigolote quand on la voit, mais elle cache un lourd secret. La voici. Oui, c'est la famille Adams. Moi, j'adore la famille Adams. D'ailleurs, le saviez-vous, c'est une histoire vraie, hein, la famille Adams. Mais bon, on en parlera une autre fois. Donc, voici Machin. C'est son nom en français. Vous êtes DRH, ou vous êtes assistante sociale, je ne sais pas, à vos goûts, hein, et vous êtes face à Machin. De quoi a-t-il besoin? Oui, un petit problème de coiffure, me diriez-vous. Bon, je n'ose pas me moquer de Machin parce que j'ai le même problème que lui. Je ne suis jamais allé chez le coiffeur de ma vie. Voyez, on pourrait le dire presque de façon badine, alors je ne me plains pas, je dis pour faire sourire. Je suis très certainement le seul ancien conseiller ministériel de France qui ne soit jamais allé chez le coiffeur, qui ne sache pas faire un nœud de cravate, qui ne sache pas conduire une voiture et qui ait vécu chez ses parents jusqu'à leur décès. Voyez, donc, bon, bref, passons. Et donc, simplement, le secret de cette image, essayons d'y parvenir, hein, parce que en fait, ces histoires de cheveux nous cachent la vérité. Hein. L'anecdote avec les cheveux est tellement énorme que notre cerveau reste bloqué sur ce détail. Mais c'est un détail, hein, parce que les problèmes de cheveux, ça peut se régler assez facilement au fond, quoi. Voyez. Mais regardons bien l'image. Le monsieur, il est chez lui, hein, on est d'accord. Dites-moi, pourquoi est-ce qu'il a ce chapeau et ces lunettes de soleil ? C'est pas pour impressionner qui que ce soit, il est seul à la maison. Eh bien, en fait, comme dans beaucoup de particularités neurologiques, eh bien, il a des hypersensibilités sensorielles. Donc, il se protège avec chapeau, casquette, lunettes de soleil, enfin, que sais-je encore, selon les cas de figure. Alors, oui, ça le fait souffrir, mais cette particularité, elle représente, pardon, un atout considérable pour lui. Et pour comprendre le secret de l'image, regardons le décor autour de lui. C'est chez lui. Regardez comme c'est beau. Est-ce que c'est aussi joli chez vous? En fait, notre bonhomme est un designer de malade. Alors, cette photo, très vicieuse, je l'ai présentée à différents DRH. Pardon, je l'ai présentée à des responsables d'entreprises américaines. Des gens, entre guillemets, très importants, des gens qui se déplacent en jet privé, et puis surtout, plus intéressant pour nous, qui ont suivi toutes sortes, comme disent les Américains, de anti-bias training. Vous voyez, les formations, souvent à prix d'or d'ailleurs, pour éliminer les biais de recrutement. Et à ce jour, personne n'a trouvé le secret, quoi. Vous voyez ? Et pourquoi? Parce qu'on est bloqué mentalement, cognitivement sur un détail.
On est bloqué par les cheveux, quoi. Hein. Alors que ça n'a rien à voir, en fait, avec le métier que notre camarade peut exercer. Voyez. Donc, c'est une image un peu terrible. Hein. Mais il ne faut peut-être pas ruminer sur les choses négatives. Hein. Ce qu'on peut, peut-être, ce qu'on doit retenir, c'est que même si on fait des gaffes, dans le monde du handicap, c'est pas grave. L'important, c'est de cheminer. La pire des choses serait qu'on arrive à une situation de blocage, un peu comme ce que l'on observe dans certains milieux américains, où les gens ont peur de rencontrer des gens handicapés, non pas à cause du handicap, mais de peur de ne pas avoir la tournure politiquement correcte requise, quoi, hein. Il ne faut surtout pas arriver à ce stade-là, quoi, hein. Ça serait très triste. Oui, hein. Donc, qu'on fasse des petites gaffes, c'est comme je dis dans la pédagogie, on fait des petites gaffes inévitablement, mais c'est le cheminement personnel de long terme qui est important, quoi, hein, voyez. Et donc, c'est aussi comme cela que l'entreprise pourra finir par attirer et intéresser des profils qui sinon n'y avaient pas leur place. Hein. Parce que je vais être, si vous le permettez, relativement cru et direct, quoi, hein. Nous n'avons plus le choix. Hein. Dans beaucoup de secteurs économiques, on ne réussira plus à pourvoir les places, les postes, avec les gens, on va dire, des viviers canoniques, valides, 5 étoiles, diplômes. Hein. Voilà. Donc, j'ai eu des pensées très particulières à toutes les personnes que je connais qui tiennent des restaurants, par exemple, qui tiennent un hôtel. C'est devenu infernal de recruter. Hein. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas pensé aux personnes ayant des talents différents. Vous voyez? Et donc, on n'aura plus le choix très bientôt, si on veut continuer à faire tourner notre société, on aura un besoin total des profils qu'on a ignorés, rejetés, oubliés, quoi, hein. Donc, par exemple, notre camarade designer ici, quoi, hein. Et l'administration, l'entreprise qui le comprendra avant les autres, aura un sacré avantage sur les autres, quoi, hein. Voyez? Et parce que là, je vais être un peu cynique, hein, vous excuserez, mais par moment, il faut l'être, quoi, hein. Imaginez, vous êtes étudiante, vous avez, que sais-je, 20 ans, etc. Et vous avez un handicap, on va dire, prononcé. Hein, peu importe le contenu exact du handicap. Donc, vos camarades, que vont-ils faire le samedi à 22h? Les camarades non handicapés, je veux dire. Ils vont faire la fête, quoi. Vous n'irez pas faire la fête. Vous serez chez vous, dans votre chambre. Et quand on a des problèmes de lecture, quelle qu'en soit la raison médicale, on va écouter des livres à la synthèse vocale, non? Voyez. Et comme typiquement on n'a pas beaucoup de sous, donc quel livre on va écouter? Les gratuits, c'est-à-dire les classiques, quoi. Et on va devenir spécialiste de littérature classique espagnole, anglaise, enfin, que sais-je, quoi. Voyez. Et oui, j'en connais des comme ça. Et donc, premièrement, on voit comment cette particularité qui médicalement est considérée comme un handicap devient un atout. Mais il y a mieux encore, c'est qu'en fait, la personne qui a ce genre de profil-là, elle aura une motivation d'enfer. Voyez, hein? Et c'est là que je dois vous parler de ma jumelle astrale. Oui, j'ai une jumelle astrale. Est-ce que vous savez ce que c'est une jumelle astrale ou un jumeau astral? C'est une personne qui est née le même jour que vous, quoi. Oui. En l'occurrence, elle est née le même jour et la même année que moi. Une jumelle astrale au carré, hein. Elle est très connue. Elle s'appelle Britney Spears. Si. Ouais. Alors, Britney et votre serviteur, nous avons un autre point commun, comme je finis par l'apprendre, c'est que ni elle ni moi ne savons chanter, quoi, hein. Bon, ça c'était la blague, mais en fait, Britney Spears, quand on y réfléchit bien, elle a connu, dès le plus jeune âge, un succès mondial colossal, quoi, hein.
Et même si vous êtes une personne totalement rongée par l'ambition professionnelle, hein, mais vraiment à un stade très avancé, hein, jamais, mais même dans vos rêves les plus fous, vous ne pouvez espérer d'avoir un jour le 10e du succès de Britney Spears, quoi. Voyez? Hein. Mais regardons où ça a mené, quoi. Voyez? Donc, alors, je sais qu'on me réplique souvent qu'elle a été victime de diverses personnes. C'est tout à fait exact. Mais justement, ces personnes-là sont apparues à cause du succès de Britney. Donc, c'est lié quand même, hein, malgré tout. Et si Britney Spears avait été handicapée, je suis sûr qu'elle aurait été plus heureuse à long terme. Voyez? Je repense à certains de mes étudiants. Jamais je ne les ai entendus se plaindre. Et pourtant, théoriquement, ils en auraient mis les motifs. Quoi. Vous avez des étudiants d'invalides et gémissent parce que le café est froid. Enfin, je me moque un peu, mais voyez, ça donne quand même beaucoup à réfléchir. Et à l'inverse, il y a une autre jeune femme très connue, jeune suédoise, Greta Thunberg, évidemment. Alors, elle, on voit à 1 kilomètre qu'elle est membre du club. Hein. Je ne sais pas si on peut parler de handicap invisible. Hein. Est-ce que je veux dire hein? Bref. Et donc, et si vous avez un moment, je vous recommande vivement de relire ce qu'écrit la maman de Greta Thunberg sur l'enfance hein, de sa fille. C'est tout à fait bouleversant entre les problématiques alimentaires, etc. C'est fascinant. Et donc, Greta Thunberg, par exemple, parmi ces différents handicaps supposés, elle n'a aucun sens de hiérarchie sociale, quoi. Voyez? Donc, en principe, c'est très problématique pour exercer un emploi. Mais pour elle, quand elle avait 14 ans, qu'elle soit face à un clochard à la tribune des Nations Unies ou face à l'empereur du Japon, pour elle, c'est pareil, quoi. Donc, elle parle du même ton et du même sujet, parce qu'elle ne parle évidemment que d'un seul sujet. Hein. On est membre du club, on ne l'est pas, quoi. Hein, voilà. Donc, c'est comme un étudiant me parle de la reine Margot hein, constamment. Quoi. Donc, j'ai intérêt à bien connaître l'histoire de la reine Margot. Bref, passons. Et donc, sauf que bilan des courses, quelques années plus tard, Greta va bien. Mais je pense que Greta Thunberg devrait aider Britney, quoi. Et c'est dit sans ironie aucune, quoi. Hein, voyez. Et c'est justement ce rôle-là des personnes handicapées dans l'emploi que je me propose d'illustrer avec une image que j'aime beaucoup. Les voici. Ce sont vos patients. Vous êtes psychiatre. Voici vos patients. Et donc, maintenant, il faudra les diagnostiquer. Ben oui, c'est le boulot du psychiatre, hein, on est d'accord. Donc d'abord, il y a le type violet là. Qu'est-ce qu'il a, bourriquet? Quel est son handicap? Dépressif. Très, très gravement dépressif, quoi. Vous voyez? Et d'ailleurs, même si vous vous portez mal, hein, je pense que vous allez quand même mieux que bourriquet, quoi. Hein, c'est mon petit avis, quoi. Hein, bref, passons. Alors, ensuite, on a le type orange là. Boing, 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 c'est quoi ça hein? Hyperactif, bravo. Mais dites-moi, est-ce que Tigrou est bête? Non, il n'est pas bête du tout. Au contraire, il est très vif d'esprit, très vif de corps, quoi. Hein? Mais est-ce qu'on va le garder à l'école? Hein, dans une classe, vous avez des petites chaises alignées, des petites tables alignées, et puis arrive Tigrou, hein? Boing, boing. Bon, on va l'éjecter, quoi. Parce que dans une classe, pour être bon élève, il faut rester immobile pendant X heures par jour sur sa petite chaise. À la maison, j'ai un cactus qui fait ça à merveille, quoi. Hein. Mais il ne va pas apprendre les maths, quoi, par contre. Voilà. Donc, Tigrou, lui, on va l'éjecter de l'école et quelques années plus tard, il y aura la fameuse discussion que j'ai très souvent avec je ne sais quel spécialiste et il va me dire « Mais Joseph, regarde-le, tu vois bien qu'il est déficient. » Oui, mais si on s'intéressait aux déficiences de l'école, je crois qu'on aurait quelques surprises. Hein. Mais bon, dans d'autres cultures, Tigrou n'aurait pas été considéré comme hyperactif ou l'hyperactivité n'est pas considérée comme une maladie.
On parle d'âge déjà, on ne dit pas hyperactif, on dit enfant plein de vie. Hein. Oui. Et les parents sont très contents d'avoir un enfant plein de vie à la maison, ou plutôt qui sautille autour de la maison, évidemment, hein, pour être plus près de la vérité. Hein. Il y a d'autres façons d'apprendre. Et puis, pourquoi diantre est-ce qu'il faudrait être assis immobile sur sa petite chaise pour faire des maths, quoi? Quelle est la logique dans tout ça? Je ne sais pas. Et qui a inventé l'idée que dans une classe, il faudrait qu'il y ait des petites chaises alignées? Ça, c'est un autre grand débat. Et on pourrait transposer ça au milieu professionnel, quoi. Hein? Vous voyez, dans quel cadre professionnel est-ce que se déroulent les activités, quoi, hein? On y reviendra dans un petit moment si on a le temps, quoi. Vous voyez? Donc ensuite, il y a le petit type rose, là. Porcinet, qu'est-ce qu'il a, lui? Bravo. Il est bègue, il bégaye, il est hyper anxieux, hein, et très, très, très timide. Donc, si vous avez ce genre de profil-là, j'ai une mauvaise nouvelle à vous annoncer. C'est que sur un plan professionnel, vous serez massacré, quoi. Indépendamment de vos compétences, quoi. Pourquoi? Parce que nous vivons dans une société qui valorise les gens qui tiennent un long baratin fluide et qui ont une certaine assurance, pour ne pas dire un certain aplomb. Hein. Et le salaire, le statut social dépendent de ça. C'est comme ça. Hein. D'ailleurs, il y a des études absolument passionnantes sur quels facteurs mènent à un certain statut social des gens. Hein. Ce sont tous des facteurs qui n'ont rien à voir avec les compétences de la personne. C'est assez fascinant. Par exemple, un facteur qui pèse lourd dans le niveau de salaire des gens, c'est la taille physique. Hein. Bon, je sais que je suis un peu l'exception, hein, mais il y a une corrélation totalement irrationnelle, mais très forte. Alors, le mois de naissance. Oui, les gens nés en décembre sont beaucoup plus pauvres que ceux qui sont nés en janvier. Il n'y a rien d'astrologique. Hein. C'est tout simplement que quand on est né en janvier, on a presque une année d'âge physique en plus par rapport à ceux qui sont nés, par exemple, en décembre. Et on se retrouve dans un même niveau de classe. Et quand on a 4 ans, par exemple, 1 an de différence, c'est colossal, quoi, hein. Et cette inégalité se perpétue toute la vie. Ou alors, il y a une étude qui est sortie il y a quelques jours, absolument fascinante, que les gens qui ont un prénom court de moins de 5 lettres sont beaucoup plus riches dans le monde anglophone du moins que ceux qui ont un prénom long. Vous voyez ? Non, bref, tout ça pour dire que le statut social repose sur des irrationalités totales, quoi. Hein? Et donc notre ami Porcinet sera liquidé. Mais est-ce qu'une société qui fonctionne comme ça est parfaitement saine? Je ne sais pas. Hein? Il y a une phrase célèbre, je la redis de mémoire, hein. Être parfaitement à l'aise dans une société profondément malade n'est nullement un signe de bonne santé. Bon, ça c'est une façon de dire les choses. Hein. Puis ensuite, on a Maître Hibou. Maître Hibou, il raconte des choses hyper savantes, mais totalement déconnectées du réel. Hein. Donc, lorsque la maison est en train de s'effondrer, Maître Hibou vous fait un exposé sur la vitesse des vents et la climatologie générale. Quoi, hein. C'est-à-dire, dans le petit monde de l'autisme, on en a plein, hein, des Maîtres Hibou. Hein, et j'ai tendance à en faire partie à mes moments aussi. Hein. Donc, oui, Maître Hibou est chiant, mais sans lui, l'histoire serait un peu moins plaisante quand même. Hein. Mais en fait, je vous raconte tout ça à cause du personnage que j'ai omis, à cause donc de Winnie. Hein. Et Winnie, à mon avis, n'a pas de handicap, on va dire, du moins pas à ma connaissance. Hein. Et aimer manger le miel n'est pas un handicap. Quoi, hein. Mais Winnie l'ourson, il sait bosser avec tout le monde. Ouais. Winnie l'ourson, il sait travailler avec tous les profils et Winnie l'ourson sait ramener la paix quelle que soit la situation. Hein, des fois, il y a des conflits divers et variés. Winnie arrive et le conflit s'arrête. Il y a des gens qui ont ces compétences-là. Quoi, hein. C'est très précieux. Ces gens-là, comme Winnie, ça vaut de l'or, hein, pour une entreprise. Pour une administration. D'ailleurs, si dans un milieu professionnel ça se passe mal, moi j'ai un petit diagnostic à vous proposer. Je crois que ça manque de handicap, quoi. C'est vrai. Hein. Ça a été étudié d'ailleurs. Hein. Lorsque
dans votre environnement professionnel, vous êtes amené à fréquenter, peut-être tous les jours, c'est dans l'idéal, des gens avec des handicaps marqués, hein, eh bien, ça vous oblige à repenser toutes les échelles de valeurs, la compréhension, ce que c'est que l'être humain, etc. Hein, voyez, et souvent, d'ailleurs, c'est cette personne-là qui va le plus contribuer à cimenter le groupe ou à créer une bonne ambiance professionnelle. Hein. Il y a quelque temps, lors d'un colloque, peu importe les détails, j'avais rencontré un ancien collègue de Stephen Hawking. Vous connaissez Stephen Hawking, le grand savant anglais. Hein. Et donc, ce collègue-là, ancien collègue, m'avait expliqué qu'en fait, la grande réussite de Stephen, ça n'avait été même pas la découverte de je ne sais quel théorème très savant sur les trous noirs et tout ça. La principale découverte de Stephen, ça a été de souder l'équipe, de donner un sens au travail pour ses collègues, sachant que souvent dans le milieu universitaire, les uns se tapent sur les autres, enfin, vous voyez, il y a des querelles comme ça. Hein. Mais là, la présence de Stephen a totalement changé la compréhension du milieu professionnel. Et ça peut-être le principal, le plus fascinant, en tout cas, apport de Stephen. Hein. Donc, sur ce point-là, hein, peut-être c'est un plaidoyer, non seulement pour évidemment les personnes handicapées elles-mêmes, mais pour trouver parmi nous les personnes qui ont les mêmes compétences que Winnie, quoi. Et je crois que c'est un défi majeur. Parce que si vous êtes, par exemple, une jeune personne très douée en maths, on va le repérer en général. Et on va dire, ma fille, mon fils, tu es super doué, par exemple, en maths, fais des études d'ingé, tu vas gagner plein de sous, enfin, quelque chose comme ça. Mais les personnes qui ont les compétences interhumaines de Winnie l'ourson, on ne va pas forcément les repérer. On ne va pas mettre en avant ces talents-là. Pourtant, ça peut être plus qu'indispensable. Voyez. Donc là, il y a tout un petit travail mental que l'on peut peut-être faire ensemble. Puisqu'on est un petit peu dans nos diverses explorations et en milieu professionnel, je me permettrai juste de donner peut-être 2 ou 3 petites touches, quoi, hein, et puis ensuite on va voyager dans d'autres pays, hein, si vous le voulez bien. Hein. Voilà. Alors, parmi oups, la bonnette tombe. Parmi les petites touches supplémentaires que je vous propose, hein, je vous propose toujours chez Disney, on va parler des chiens chez Disney. Hein. Dites-moi, quels sont les 2 chiens les plus connus chez Disney? Pluto, bravo, et le deuxième? Dingo. Mais voilà, vous connaissez tout. C'est génial. Indispensable de bien connaître Disney pour comprendre l'être humain. Hein. Voici à l'image, chers amis, la toute première apparition donc de Dingo dans un film. Hein. Alors, c'est une sorte de petite festivité musicale. Hein. Donc, il y a des animaux, des gens, enfin des animaux qui viennent assister. Et il y a un vieux chien qui se pointe. Ce vieux chien a de très mauvaises manières, hein, et perturbe tout le monde, il est très bruyant, hein, et il a un rire très fort, un rire qui incarne le handicap mental. Oui. Et ce rire-là, quand vous l'avez entendu ne fût-ce qu'une seule fois, il va rester gravé dans votre tête. Et c'est d'ailleurs à cause de ça ou grâce à ça que le personnage a survécu. Parce que si vous regardez sur l'image, il y a quantité d'autres personnages qui ont été éliminés, tout simplement, quoi, hein. Mais lui, Dingo, est resté. Alors, il a été un peu relooké, tout ça, mais c'est toujours le même. Et on le connaît sans doute sous cette forme-ci. Hein. Donc Dingo est, comme on dit, un chien anthropomorphe. C'est-à-dire que c'est un chien qui marche sur 2 pattes, voyez, comme un être humain. Il a des vêtements comme un être humain, il parle, il a un métier, hein, comme un être humain. Mais il incarne le handicap mental. Et à côté, il y a Pluto. Pluto, c'est un vrai chien, au sens où il avance sur 4 pattes, il n'a pas de vêtements, il ne parle pas, il aboie, hein, et il n'a pas de métier. Il a des activités de chien, par exemple rattraper la balle, quoi. Oui. Et donc des 2, c'est là que tout va se gâter. Des 2, en fait, c'est celui qui sait faire 1000 fois plus de choses que l'autre qui est handicapé mental. Voyez.
Alors, vous me direz que c'est étrange, oui, c'est comme ça. C'est souvent comme ça que ça se passe. Hein. Alors, si j'ose le dire avec un exemple plus personnel, ma sœur, personne très intelligente, est professeure de japonais. Hein. Donc, bien sûr qu'elle connaît très bien la langue japonaise, elle vit dans un univers mental 100% japonais. Quoi, hein. Mais si on évaluait ma sœur selon des critères purement japonais, elle se ferait écraser par le premier japonais venu. Oui, sans doute. Donc, ce que je veux dire par là, il ne faut pas croire qu'en surcoachant la personne dite différente, on va la rendre normale. Ça ne marche pas. Mais vous avez quantité de boîtes qui essayent de vous vendre du rêve, ou plutôt du cauchemar. Oui. Je caricature un peu le discours, mais c'est un discours que vous entendrez partout sur Internet. Donnez-moi un autiste, rajoutez-moi 50 000 E et je vous rends le même, mais en version non autiste. Je vais le coacher par la méthode du professeur truc machin bidule, quoi. Efficacité garantie. Ben, non. Non. Oui. Parce que justement, même si vous êtes une personne différente et que vous vous imposez des milliers d'heures pour améliorer telle ou telle chose, ben, vous passerez toujours pour bizarre. Hein, et c'est ce que découvre Dingo, quoi. Ouais. Ah, évidemment, ce qu'il ne faut pas comprendre dans ce que j'essaie de dire, il ne faut pas comprendre qu'il faille abandonner les efforts, c'est pas ça du tout l'idée. Simplement, l'idée, c'est que c'est l'environnement qui va devoir aussi faire quelques efforts. Voyez? Et on peut le retenir comme ça si vous aimez les dessins animés. Vous connaissez les tunnels que creusent les Dalton? Hein, voyez? Donc, un bon tunnel fait de façon professionnelle, il y a 2 équipes qui bossent, chacune de son côté. Et on se rejoint quelque part au milieu. Les Dalton, quand ils creusent leur tunnel, ils ne creusent que d'un côté. C'est un mauvais tunnel, c'est un tunnel de bandits et il va s'effondrer d'ailleurs. Ça ne marche jamais, hein, ces projets-là. Oui. La bonne inclusion, il y a des équipes qui bossent chacune de son côté. Hein. C'est peut-être ce qu'on peut retenir de cette leçon-là. Hein. Oui. Il y a des personnes différentes qui ont suivi 1001 coachings, qui s'imposent 1001 rigueurs. Hein. Et ça ne marche toujours pas en termes d'inclusion professionnelle. Hein. Je ne pense pas que ce soit la bonne approche. Si vous voulez que je vous le dise de façon un peu jargonnante, hein, ça, c'est exactement la différence entre intégration et inclusion. Du moins sur le plan théorique. Je sais qu'en pratique, c'est toujours plus flou. Hein. Mais l'intégration, c'est à la personne de faire des efforts. Voyez? L'inclusion, c'est l'environnement qui doit s'adapter. Beaucoup de gens croient que inclusion, c'est une sorte d'intégration améliorée, ou quand on est une personne gentille, on fait de l'inclusion. Quoi. En fait, c'est pas ça, quoi. Ça n'a rien à voir avec être gentil ou pas gentil. Quoi. Mais bon, bref. Donc ça, c'était une petite fable disneyesque pour peut-être nous fixer quelques idées. Quoi. Puisqu'on est juste peut-être une dernière petite anecdote, hein, puisque j'entends déjà la réplique comme fait très souvent. La réplique, c'est mais la performance dans tout ça, quoi. Mais oui, ben justement, on va en parler de la performance, quoi. Hein. Et je peux vous en parler avec des images un peu de dessins animés, je peux vous en parler par des exemples réels aussi, quoi. Hein. Alors, on va commencer pour une fois par un exemple réel. Est-ce que vous connaissez Andros, le fabricant de yaourts, confitures, compotes, tout ça, quoi, hein? Alors, je tiens à préciser, comme diraient les Américains, que je ne suis pas en conflit d'intérêts. Andros ne me paye absolument pas pour dire ce que je m'apprête à vous dire. Hein? Mais Andros a recruté, il y a déjà quelques années, et continue de le faire, des personnes avec des profils qui normalement les excluraient totalement de l'emploi. Et je parle donc de personnes qui n'ont jamais mis les pieds à l'école, je parle de personnes qui ne parlent pas, ou plutôt qui ne parlaient pas au moment de leur entrée dans l'emploi, je parle de personnes qui ont passé leur vie dans le fin fond des hôpitaux psychiatriques. Vous voyez, donc qu'on soit bien d'accord sur ce dont on parle. Aujourd'hui, ces personnes-là travaillent en milieu ordinaire.
Ils ont un contrat de travail, comme n'importe qui d'autre, et ils travaillent exactement dans le même environnement que quelqu'un jugé valide. Hein. Alors, ces personnes-là, on peut leur rendre visite. Hein. J'ai la joie de les connaître. C'est ce qui me frappe beaucoup quand j'arrive, ou quand je peux les revoir, c'est aussi de voir qu'ils ont chacun leur logement. Mais attention, il n'y a pas de femme de ménage, hein, c'est interdit. On leur apprend à s'occuper de leur logement. Et d'ailleurs, je crois que certains pourraient donner des leçons à certains valides. Hein, quand on voit comme c'est bien tenu chez eux, ça donne envie, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Bref, passons. Et donc, la question, évidemment, qu'on se pose, c'est est-ce que Andros est suicidaire d'avoir fait ça? En fait, non. C'est une question tout simplement d'efficacité économique, quoi. Hein? Et je vais vous le résumer en quelques questions. Mais avant ça, je cherche la sortie de secours. Alors, dites-moi, à votre avis, quel est le taux d'absentéisme chez Andros? Je parle des personnes handicapées, c'est de 0, on est d'accord. Le taux de grève des travailleurs chez Andros, c'est de 0. Est-ce que vous connaissez beaucoup de grandes entreprises, lorsque le big boss arrive, eh bien les délégués syndicaux l'embrassent et le félicitent? Oui, ça existe. Hein. Mais voilà, donc on pourrait multiplier les exemples. Donc, il ne faut surtout pas croire on perdrait en performance. Et c'est même tout le contraire. Hein. Et comme parfois on mémorise mieux les exemples un petit peu amusants, humoristiques, j'ai 2 exercices pratiques à vous proposer. Quoi. Dites-moi, vous connaissez sans doute très bien l'univers de Lucky Luke, non? C'est très important à connaître, hein, c'est la culture générale, hein, n'oubliez pas. Chez Lucky Luke, dans l'univers de Lucky Luke, quelle est la seule entreprise durablement prospère? C'est le croque-mort. Ben oui, évidemment. Parce que, par exemple, les bandits, il y a des bandits, quoi. Hein, ils dévalisent des banques, ils ont des sous, mais ils se font descendre un peu plus tard. Donc, ce n'est pas un système économique viable, quoi. Vous voyez. Par contre, le croque-mort, lui, il est bien de notre petit club, quoi. Hein, vous voyez. Le croque-mort, il est, comme diraient les anglophones, fully dedicated. Hein, vous voyez. Il est constamment obsédé par le fonctionnement de son entreprise. Il a une tête bizarre, quoi. Hein, oui. Il a un vêtement, une tenue vestimentaire qui n'est vraiment pas en phase avec ce que portent en général les gens du Far West de Lucky Luke, quoi. Hein. Et il a une façon de s'exprimer qui est clairement surgrammaticalisée, quoi. Hein. Ceux qui s'expriment comme le croque-mort, c'est qu'ils ont passé trop de temps à lire et relire La Reine Margot. Hein. C'est ce que je veux dire. Hein. Et donc, ce mélange de particularités fait tout le côté savoureux du personnage. Lorsque Lucky Luke lui demande « Ah, comment ça va ?» Le croque-mort répond « Nous sommes dans la morte saison. » quoi. Hein. Voilà, donc vous voyez, il pense toujours à son business. Quoi. Hein. Il n'est pas très fort en publicité, ça je vous l'accorde. Il fait ses fameuses publicités « Devenez aujourd'hui notre client privilégié, moins 40%, etc. » Bon, c'est peut-être pas très réussi, mais il a un collègue qui, lui, a un flair professionnel tout à fait impressionnant, c'est le vautour, bien sûr, qui trouve la clientèle. Bon, je passe les détails. Alors, donc ça, c'est un exemple d'entreprise réussie et fonctionnelle. D'ailleurs, le croque-mort est prospère. Même Lucky Luke est fauché, quoi. Hein, comme connaissez la chanson Lucky Luke lui-même, qui est tellement gentil, mais pas handicapé, donc il est fauché. Hein. Il y a une autre entreprise un peu dans la même veine. Alors, il y a quelques années, j'en parlais volontiers, puis j'ai un peu laissé tomber. Ça, c'est Ratatouille, évidemment. Quoi, hein. Donc, le rat de Ratatouille, il est bleu. Pour un public américain, comme le bleu, c'est la couleur de l'autisme, vu que le rat est bleu, c'est comme s'il y avait sur son front marqué autiste. Quoi, hein. On est d'accord. Quoi, hein. Il marche sur 2 pattes. Est-ce que quelqu'un se souvient de pourquoi il marche sur 2 pattes uniquement? C'est dit au début du film.
Voilà, il ne veut pas se salir les pattes devant, les mains, quoi. Hein, enfin, parce que oui, il respecte scrupuleusement les règles d'hygiène, quoi. Hein, c'est pas comme certaines personnes dites valides. Hein, non, j'arrête mes blagues. Alors, qu'est-ce qu'il aime faire, notre ami le rat? Il passe son temps à regarder les émissions du chef Gusteau. Alors, le chef Gusteau, c'est un peu la version culinaire de Greta Thunberg. Il ne parle que d'une seule chose, quoi, hein, donc de la cuisine. Et lorsqu'il s'adonne à son activité préférée, regardez le bonheur qui se dessine sur son petit visage, quoi, hein. Voilà, donc, si vous voulez rendre votre collaborateur autiste heureux, ne lui proposez pas de prime de Noël, quoi, hein. Que les primes de Noël, ça fait changer le niveau de la rémunération. C'est désagréable au possible, quoi, hein. Proposez-lui plutôt une émission avec le chef Gusteau. Et le résultat de tout ça, c'est une recette à laquelle personne n'avait pensé, c'est la ratatouille autiste. Hein, quand les gens valides font de la ratatouille, c'est dégueulasse, tout est mélangé. Hein. Et ici, vous avez des rondelles parfaitement mathématiques, disposées de façon mathématique avec un code de couleur. Personne n'y avait pensé et le restaurant a un succès de fou, quoi. Ouais, c'est comme ça que ça marche, hein, dans la vraie vie. Vous allez me dire que je prends des exemples bizarres. Ben non, je prends des exemples réalistes, car la vie est plus intéressante qu'on ne le croit. Et pour finir un peu, je vous propose un petit moment nostalgique, quoi, hein. Voilà, après, on pourra discuter entre nous, hein. Alors, bien sûr, j'ai eu la chance de visiter toutes sortes de pays intéressants. Et, je vous en propose juste au hasard, un ou deux. Hein. Alors, est-ce que vous connaissez, c'est sans doute l'un de mes pays préférés, l'État de Niue, hein, voyez. L'État de Niue, c'est au milieu de l'océan Pacifique, hein, voilà. Alors, dans l'État de Niue, c'est à peu près 1200 habitants. Oui, donc ça suffit, quoi, hein, 200 habitants. Hein. Et donc, il y a un aéroport international, s'il vous plaît, le voici. C'est une pelouse, en fait. Hein. Et donc, il y a un avion par semaine. Si vous le ratez, vous restez une semaine de plus, hein, ce qui n'est pas désagréable en soi. Et donc, lorsque l'avion atterrit, en quelques minutes, avec l'immigration massive, hein, la population nationale bondit d'un quart, hein, crise cardiaque chez certains responsables politiques connus. Hein, voilà. Et donc là, quand je suis arrivé là-bas, je me demandais, mais quelle formalité douanière est-ce qu'il y a? En fait, les formalités douanières, c'est qu'elle reçoit un collier de fleurs autour du cou, quoi. C'est comme ça que c'est l'espèce de visa local. Il y a un palais du gouvernement, oui, hein, mais le voici. Il y a juste un problème, c'est qu'on a perdu les clés, hein, il y a quelques années, donc ça reste ouvert, hein, en permanence. Vous pouvez entrer, vous abriter de la pluie éventuellement. Hein, voilà. Et donc j'ai fait une bêtise. Hein, une fois, j'étais pas très loin de cet endroit charmant. Et donc il y a quelqu'un qui est arrivé. Donc on a commencé un peu à discuter. Et donc je ne savais pas trop quoi lui dire. Et donc je lui ai dit que j'aurais aimé avoir le passeport local niuéen, quoi. Hein. Et je pensais qu'il allait rire et trouver la blague plus ou moins réussie, quoi. Hein. Mais en fait, il l'a prise au sérieux. Et il m'a dit, ah, tu veux notre passeport? Regarde, là-bas, il y a un monsieur, tu vois, avec les abeilles là, hein, l'apiculteur, c'est le Premier ministre. Va le voir et il va te faire les passeports. Moi, je fais l'autiste, je ne suis pas allé voir le Premier ministre, honte à moi. Mais blague mise à part, pourquoi je vous parle de Niue? J'ai été fasciné de voir par l'existence de certaines cultures inclusives. Voyez? Alors, je pense par exemple à des cultures polynésiennes. Il y a dans certaines cultures un très très haut niveau d'inclusion, quoi, hein, indépendamment des labels médicaux ou des diagnostics. Ou des, vous voyez, dans beaucoup il y a des coins du monde où il est absolument impensable qu'une voiture passe à côté de vous sans qu'on se dise bonjour, quoi. Évidemment, il y en a peut-être moins que dans des grandes villes occidentales de voitures, hein, mais
il est impensable de croiser quelqu'un ou une voiture sans passer un petit moment d'interaction, quoi. Voyez. Donc, ça donne beaucoup à réfléchir, hein, et j'ai pu observer aussi dans toutes sortes de villages en Afrique la place, hein, des personnes qu'en Europe on aurait enfermées dans je ne sais quel établissement spécialisé, entouré de spécialistes, comme dirait donc un ami connu, quoi, hein, voilà. Mais donc, ce que je veux dire par là, on aurait bien intérêt à s'inspirer, hein, de certaines pratiques inclusives, hein, sur le plan social, hein. Et je me permettrai d'aller encore un peu plus loin. À mon avis, nous vivons dans une société qui est de plus en plus normative. Et je vais juste vous donner pour réfléchir quelques exemples. Parlons du logement. Est-ce que vous saviez comment on faisait il y a encore un siècle, quand on n'avait pas de logement et qu'on avait besoin d'un logement? Qu'est-ce qu'on faisait? On trouvait un lopin de terre où il n'y avait personne et on construisait sa baraque. Il n'y avait pas de permis de construire, quoi. Et il y a des coins du monde où ça fonctionne encore comme ça. Alors, de moins en moins, certes, mais ça existe encore, quoi. Vous voyez? Donc, aujourd'hui, il est devenu de plus en plus compliqué de trouver et d'avoir un logement en termes de paperasse, en termes de conditions de revenus, de statut social, hein. Et donc, pour beaucoup de gens, c'est terriblement excluant. Je vais vous prendre un autre exemple, prendre le train. Il y a encore quelques décennies, comment est-ce qu'on faisait pour prendre le train? C'est facile, on montait dans le train et à un moment donné, il y avait un type qui passait, qui demandait jusqu'où vous allez. On disait, je vais, je ne sais pas, à Montauban, et on vous disait, ça fait tant et tant, et on payait 2 pièces, par exemple, quoi. Voyez? Aujourd'hui, pour prendre le train, il faut avoir un smartphone, quoi, hein. Il faut avoir un compte bancaire, il faut une carte bancaire. Si vous êtes considéré comme bizarre, on ne va pas vous donner de carte de crédit. Vous aurez tout au plus une carte de retrait qui ne vous permet pas d'acheter des billets. Enfin, des tickets de train, je veux dire, hein. Et donc, vous aurez des complications qui s'amoncellent. Et à chaque fois qu'il y a un changement dans le logiciel d'achat, à chaque fois, on oublie les personnes jugées différentes, quoi. Donc le niveau d'exigence augmente. Alors pour la majorité des gens, ça reste plus ou moins fonctionnel parce que c'est plus ou moins calqué sur leur profil. Mais à chaque fois, il y a une élimination massive de personnes, quoi, hein. Et il ne faut pas être déprimé en entendant ça. C'est plutôt, il faut le prendre comme une incitation à essayer de mettre en place des solutions, quoi, hein, d'essayer de résoudre ces problématiques d'exclusion qui s'accumulent, quoi, voyez. Et je suis convaincu qu'il y a des gens parmi nous qui ont cette capacité à créer des espaces davantage inclusifs autour d'eux. J'ai été fasciné d'en rencontrer un certain nombre. Inutile d'être milliardaire pour faire ça. D'ailleurs, vous savez, les pays les plus inclusifs ne sont pas toujours les plus riches, loin de là. Il y a des coins du monde qui sont richissimes, mais extrêmement excluants. Je ne citerai pas de lieu précis, hein, mais il y en a. Ce n'est pas une question à dire de richesse personnelle, hein, d'être inclusif ou pas, quoi, hein, c'est une question à dire de bonne pratique, hein, personnelle. Hein. C'est à ce niveau-là peut-être que le défi se situe, quoi, hein. Et donc j'ai pu rencontrer des gens partis de rien du tout qui ont réussi à réaliser des choses fabuleuses en termes d'inclusion. Et puisque l'événement qui nous réunit aujourd'hui est un Tour de France, je me permettrai de mentionner une amie qui vit à Mayotte. Quand on dit Mayotte, peut-être mentalement on l'associe à des choses horribles. Oui, c'est vrai qu'il y a la pauvreté est parfois épouvantable dans certains endroits, mais il y a des gens formidables qui ont des idées et qui, avec zéro moyen, parviennent à faire des choses excellentes.
J'ai une grosse pensée pour Ernestine, par exemple. Voyez? Donc, il y a des gens qui ont des dons en la matière. Hein. Autant peut-être permettre à ces gens de continuer à créer ou de créer, peut-être à l'échelle locale, des belles solutions d'inclusion. Hein. C'est peut-être ce à quoi je crois le plus à titre personnel. Alors, comme le temps file et comme il vaut mieux qu'on ait un peu le temps de discuter ensemble, je vous propose juste de regarder peut-être une image. Hein. C'est l'image de l'un de mes personnages préférés, c'est Casper. Hein. Casper, il a sans doute la philosophie de vie la plus intéressante, la plus intelligente, à mon avis. Hein. Casper veut se faire des amis. Voyez? Et donc, Casper essaye de se faire des copains, mais ça ne marche pas. Pourquoi? Parce que les autres ont peur des fantômes, quoi. Voyez? Et donc, Casper se retrouve toujours tout seul. Un peu comme ces enfants différents à la cour de récré. On fait venir le grand spécialiste vous dit « L'enfant autiste ne joue pas avec ses camarades ». En fait, ce sont les camarades qui ne jouent pas avec lui. Hein. Donc, qui va-t-on guérir et comment? Ça, c'est toute la grande question. Quoi, hein. Mais un jour, Casper va réussir à percer le secret. Voyez? Casper va comprendre que pour se faire des amis, il faut aider les autres. Voyez? L'un des épisodes qui va l'amener à réfléchir sur ce sujet, c'est l'épisode du gros méchant ours. Voyez? Imaginez un méchant ours, un peu de bande dessinée avec la bave qui coule, les grosses griffes et tout ça, et il veut bouffer le petit scout, quoi. Hein? Et donc le petit scout court, mais évidemment l'ours est beaucoup plus puissant que lui, et l'ours est sur le point de l'attraper lorsque Casper surgit. Casper fait peur à l'ours s'enfuit, le petit scout est sauvé et il comprend que Casper est un copain. Donc, moralité de l'histoire, si vous êtes en situation de handicap, votre boulot, c'est d'aider les valides. Hein. C'est tout à fait comme ça. Hein. Et j'ai pu fréquenter des gens en situation de handicap qui avaient développé un humour extraordinaire. Et mon premier employeur, celui qui avait voulu de moi alors que j'étais dans les poubelles de la société, il est aveugle de naissance. Je recommande très vivement de bosser pour les aveugles. Hein. Il ne vous discrimine pas sur votre coiffure, votre tenue vestimentaire. Voilà, hein. Et donc lui, il m'expliquait toujours, quand tu croises quelqu'un, tu as 15 secondes pour caser une blague, quoi. Il faut réussir à bien utiliser cette petite fenêtre, quoi. Hein. Et donc, quand on y réfléchit, je me dis que la philosophie de vie de Casper est meilleure que celle d'autres personnages de bande dessinée. Est-ce que vous vous souvenez de la scène de Casper lorsqu'on voit la petite classe avec les fantômes et le prof fantôme? Vous en souvenez peut-être? Qu'est-ce qu'ils apprennent, les petits fantômes? Non? Ben, ils apprennent à faire bou bou bou, à terroriser les humains, quoi. Voyez? Et Casper, c'est le seul petit fantôme qui refuse de faire ça. Alors, évidemment, il est victime de harcèlement parce que les autres petits fantômes le rejettent. Et lui disent, mais tu es le traître, quoi. Tu ne veux pas harceler avec nous les humains, quoi. Voyez? Mais en fait, à long terme, c'est Casper qui a une bien meilleure philosophie de vie, quoi. Donc, voyez? Alors, pourquoi je me permets de vous montrer ces images? Parce que quand on fréquente les écoles, on se rend compte que les enfants comprennent peut-être bien ces images. Et je me suis dit que les adultes, après tout, les comprenaient aussi. Donc, je les ai gardés. Hein. Voilà. Alors, dernière phrase. Alors, je ne suis pas suisse du tout, mais j'aime bien cette phrase-là. Elle est dans la Constitution suisse. Je ne sais pas qui est l'auteur de cette phrase et on ne le saura sans doute jamais parce que la Constitution suisse a été écrite sur un principe wiki. Vous voyez, donc chacun peut contribuer, rajouter un mot, un bout de phrase. Voilà. On ne sait pas qui a écrit cette phrase. Hein. Donc, cette phrase, elle termine le préambule de la Constitution suisse. La force de la communauté se mesure au bien-être du plus faible de ses membres. Voyez, cette phrase-là, elle ne veut pas dire qu'on va balancer une piécette au clochard et que ça sera réglé. Ce n'est pas ça l'idée. L'idée, c'est que la société humaine, pour exister, a besoin justement
de ces personnes-là qu'on avait oublié, rejetées. Sinon, elles ne seraient pas société, quoi. Et ça, c'est une phrase très forte et qui peut peut-être répondre à ces questions peut-être étranges qui me viennent parfois à l'esprit. À quoi sert le handicap? Est-ce que vous êtes déjà posé cette question, quoi? C'est abrupt, mais c'est une question légitime. Pourquoi est-ce qu'il y a du handicap, quoi, hein? Voilà. Si vous posez la question à un médecin, peut-être qu'il vous dira c'est parce que tout processus biologique peut avoir des ratés. Mais en fait, je ne pense pas que ce soit la bonne réponse. Parce que, comment est-ce que vous pourriez expliquer, et pardon d'être un peu à une échelle un peu biologique, comment est-ce que vous pouvez expliquer qu'il y ait une permanence de certains handicaps alors même que dans certains des cas, les personnes n'ont pas de descendants, quoi. Oui, ça pose quand même un certain nombre de questions. Et en fait, je crois qu'on comprend la réponse quand on visite, par exemple, les villages pygmées en Afrique, où on voit que chaque personne, quel est tel ou tel profil là, en Europe, on dirait trisomie 21, enfin que sais-je, chaque personne a son activité. Et si cette personne n'était pas là, le village ne tournerait pas rond, il manquerait quelque chose, il n'y aurait pas une activité, une fonction humaine, quoi, hein, de présente, quoi, voyez. Et c'est à mon avis ce qu'on peut comprendre sous cette phrase-là, quoi, hein. Je vais terminer par ma petite pique, hein. Il y a quelques années, je m'étais retrouvé avec Édouard Philippe quand il était Premier ministre. Et donc je lui avais dit, mais pourquoi est-ce qu'en France, dans la Constitution, on n'a pas reconnu les droits des personnes handicapées, puis le handicap en tant que tel? Et alors, il m'avait répondu, vous me mettez la pression. Alors, bon, pauvre petit bout de chou. J'espère que je ne l'ai pas traumatisé et que ce n'est pas à cause de moi qu'il a attrapé sa maladie de poil, quoi. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup, Joseph. Je pense qu'on a... J'ai encore le sourire aux lèvres. Je pense qu'on a bien voyagé avec vous. Alors, ce qu'on vous proposait, c'est d'ouvrir un temps d'échange et dialogue avec Joseph et puis de profiter effectivement de sa présence et puis de ce voyage. Je vais donc retrouver le micro qui doit être quelque part. Et voilà, si vous avez des questions, des remarques, des pensées, voilà, on a un petit peu de temps devant nous. Donc, profitons-en pour pouvoir dialoguer avec Monsieur Chovanec. Merci beaucoup. Alors, avant peut-être de tenter de répondre à votre question qui est redoutable, je me permettrai de citer un copain de notre petit club, on va le dire comme ça. Et il m'avait dit la phrase suivante, un de ces jours. Il m'avait dit, le président de la République est lourdement handicapé. Il a besoin de beaucoup d'aide pour remplir ses dossiers. Hein, ce qui est vrai, parce que je ne connais aucune personne handicapée qui aurait besoin du 10e de l'aide humaine dont bénéficie le président de la République. Vous voyez? Alors, au-delà de la blague, hein, toute personne humaine dépend des autres pour quasiment tout, hein. Je ne sais ni faire mes vêtements, ni produire ma nourriture de A à Z. Je ne fabrique pas mon électricité. J'ai besoin que quelqu'un d'autre m'aide. Je suis dépendant des autres, hein. Mais il y a un tout petit domaine où l'être humain peut contribuer à la société. Donc en fait, la dépendance, ce n'est pas quelque chose de spécifique aux gens handicapés, quoi. C'est juste qu'il y a un certain point de vue qui donne l'illusion que le président de la République n'est pas handicapé, alors qu'en fait, il dépend des autres beaucoup plus peut-être que la moyenne des gens, quoi, hein, ce qui est tout à fait intéressant. Alors, je dirais, en matière de politique, chacun a son avis et ça finit souvent en bagarre. À titre personnel, si je peux essayer de donner mes petites idées, mais encore une fois, chaque personne aura ses idées. Moi, à titre personnel, je crois plutôt aux initiatives concrètes, locales, autour de personnes qui ont des talents d'inclusion.
Et je ne crois pas, par exemple, à ce qu'un dispositif, alors le terme me fait un peu horreur, à ce qu'un dispositif juridique par lui-même, de par le texte juridique, réalise l'inclusion. Pour prendre un exemple très concret, on me demande souvent, mais qu'est-ce que tu penses, par exemple, des IME ou des ESAT, etc. En fait, on ne peut pas répondre à cette question parce que ça dépend des gens qui y sont. Voyez, il y a des IME, il y a des ESAT qui sont très mauvais, il y en a d'autres qui sont très impressionnants. Ce n'est pas le cadre juridique qui fait ça, quoi. Ce sont les gens qui y sont, les responsables. Il suffit d'une personne parfois. Et à mon avis, en donnant davantage de place à ces talents d'inclusion que l'on retrouve chez les gens, je crois qu'on aurait beaucoup plus de chances de progresser, quoi, de pouvoir s'émerveiller, de pouvoir découvrir les compétences des gens. Alors ça, c'est peut-être, à mon avis, davantage la piste, quoi. Pardonnez si je suis désillusionné, mais je ne suis pas sûr qu'un fonctionnement pyramidal soit idéal en matière d'inclusion. Vous voyez, c'est une question de contact humain, de temps humain passé avec. C'est à ce niveau-là que ça se joue, à mon avis du moins, quoi. Oui. Donc, je ne pense pas qu'il y aura une directive européenne magique qui va nous apporter le salut, quoi. Il y a peut-être 20 ans, j'avais ce genre de rêvasserie, mais je ne pense plus du tout en ces termes-là, quoi. Donc, et puis, il y a peut-être un deuxième point sur lequel je me permettrai d'insister. Dans le monde du handicap, il y a quelque chose d'assez terrifiant quand on y réfléchit. C'est qu'il y a une très faible circulation des bonnes idées. Voyez, dans le monde du handicap, on est un peu comme dans l'économie de 1935, c'est-à-dire des frontières extrêmement fermes, quasiment hermétiques, quoi. Et ce qui se passe d'un côté, ça n'a rien à voir avec ce qui se passe de l'autre côté. Il y a très peu de circulation des bonnes idées, des bons exemples d'inclusion, quoi. Donc, à nous peut-être d'essayer d'amener de la circulation de bonnes idées, de bonnes personnes. Je crois qu'on manque drastiquement de perspectives nouvelles, d'idées nouvelles aussi parfois dans l'univers de l'inclusion. Et ça rendra les choses bien plus sympathiques pour tout le monde. Voilà. Donc si j'osais dire deux petites choses, ce serait celle-là. Est-ce qu'il y a d'autres interventions, d'autres personnes qui souhaitent peut-être poser des questions ? Bonjour. Déjà, moi, je voulais vous remercier parce que c'est compliqué la thématique du handicap. Et souvent, quand les gens, on leur dit, moi, je suis psychologue et référente handicap dans une collectivité, on travaille sur la communication et la politique du handicap avec ma collègue à côté. Et c'est souvent des thématiques où quand on fait un forum autour du handicap, c'est de suite assez... c'est pas sexy, ça donne pas très envie. Et finalement, vous avez abordé la thématique de manière très, très décomplexée et très lisible, en fait, pour nous, en tout cas. Enfin, pour moi. Ce que je trouve compliqué, complexe, plutôt que compliqué, moi, j'accompagne tout au long de mes jours des gens en situation de handicap, plus ou moins lourd, invisible, visible, peu importe. On est une collectivité assez... on a 11% de taux de personnes en situation de handicap, donc c'est plutôt pas mal. Et en même temps, les déconstructions sont très difficiles. Je prends l'exemple, là, en ce moment, on travaille sur la reprise à l'emploi d'une personne qui a un handicap psychique très lourd. Elle est vraiment, enfin, vous parlez d'un club, avec beaucoup d'humour, parce que je lui ai déjà dit, elle en parlerait comme ça, elle est barrée, ça va être compliqué, parce que je pense que ça va être difficile, personne n'y croit, mis à part elle et un peu moins, mais tout le monde se dit qu'elle n'est pas adaptée à l'emploi.
Et l'autre jour, je lui ai demandé qu'est-ce qu'elle pourrait faire finalement, dans quel type d'environnement elle pourrait s'épanouir. Et elle me dit qu'elle serait bien sur du travail à la chaîne. Je pense que c'est quelqu'un, si on lui donne 1 kilomètre de données à saisir, elle va saisir 1 kilomètre de données. Sauf qu'il faut embarquer les gens et embarquer les collectifs, les managers dans cette prise de risque en fait. Et les gens ne vont voir que le fait qu'elle porte des bananes autour d'elle parce qu'elle est paranoïaque, qu'elle a des tocs, et à arriver à déconstruire ça, à déconstruire effectivement ce premier regard, c'est compliqué. Et notamment, alors moi, dans des grosses institutions comme la fonction publique, qui sont très hiérarchisées, très normées, très verticales, où en plus là on est en train de former des managers parce que la fonction publique se rend compte que ce serait peut-être pas mal de former les chefs d'équipe, qu'on ne devient pas chef d'équipe comme ça, mais là sur des méthodes qui viennent des États-Unis, qui manquent de spontanéité, enfin bon, c'est peu importe, c'est pas le sujet. Ce que je trouve difficile, c'est d'embarquer tout le monde. On peut être convaincu individuellement, mais pour faire bouger le système, alors peut-être qu'effectivement, c'est à force d'avoir des exemples des exemples réussis qu'on réussira. Mais il faut quand même beaucoup d'énergie, il faut beaucoup de monde autour. Il faut pas, on peut pas. Il faut avoir des équipes qui accompagnent et qui sont convaincus de ce qu'elles font. Moi, c'est un peu... j'ai du mal à voir comment dans des institutions aussi archaïques que sont nos fonctions publiques, on peut arriver à intégrer ce type d'inclusion. Merci, c'est absolument passionnant ce que vous dites. Et en effet, souvent on aboutit à ce genre de questionnement. Et moi, j'aurais peut-être quelques taquineries à vous proposer. Premièrement, et si, rêvons un peu, mais pourquoi pas, et si justement il y avait parmi les cadres ou managers des personnes elles-mêmes déjà concernées? S'il y a dans n'importe quel environnement humain, par exemple la communauté dite des managers, ou peu importe le terme qu'on préfère, une personne sur 10, seulement une sur 10, qui a une particularité marquée et visible, appréciable par tout le monde, en fait, les formations deviendront presque superflues, presque. Voyez. Donc là, je veux dire, peut-être que la question, c'est une question, on va dire, de composition du club aussi, quoi. Donc, première petite réflexion. Deuxièmement, à titre personnel, alors je ne veux vexer personne, mais à titre personnel, je ne suis pas totalement convaincu par les méthodes très techniques, quoi. Je pense que l'inclusion, ça doit se faire par les découvertes, par les rencontres, par les super moments que l'on passe, tel ou tel jour, au hasard d'une grande découverte humaine. Je crois que c'est comme ça qu'on va réussir à vraiment former les gens, quoi. Voyez. Alors, bien sûr, j'ai la chance un peu de rencontrer tous les jours des personnes super, mais on peut organiser ces rencontres. On peut, par exemple, rendre visite aux copains qui bossent chez Andros, quoi. Pourquoi pas, quoi. Ou alors, on peut rencontrer tel ou tel type de gens, quoi. Des magnifiques découvertes. Et c'est, à mon avis, ces histoires vécues-là qui chamboulent le fonctionnement intérieur des gens. Ce n'est pas un exposé théorique, même avec des démonstrations savantes, 1 + 2 = ceci, cela. Ça ne convainc pas dans le fond intérieur, quoi. Ce qui peut convaincre, c'est quand on est en présence directe de fabuleuses histoires. Donc, c'est peut-être par ces deux éléments que j'aurais peut-être
tendance à répondre. Premièrement, que la diversité soit déjà présente comme une amorce à ce partage des cultures, de création d'une culture inclusive. Et deuxièmement, qu'on procède à partir de belles histoires concrètes, d'histoires humaines très puissantes. C'est à mon avis plus efficace que telle ou telle méthode savante qu'on trouve dans les bouquins ou que sais-je, ou alors que telle circulaire contraignante. J'ai perdu foi dans les circulaires contraignantes et tout ça. Je crois qu'on devrait plutôt raisonner de façon positive et motivante à partir de personnes concrètes. Bon, c'est ma petite position. Est-ce que d'autres personnes souhaitent prendre le micro ? Oui, bonjour. Merci, Monsieur Chauvanec. Ça fait la 4e fois que je vous vois en conférence, donc c'est toujours avec une grande admiration que je vous revois, avec un discours complètement différent. C'est pas pour ça que je prenais la parole, c'était juste pour dire, bon, je suis enseignante déjà, donc c'est vrai que l'enseignement, c'est pas le propos d'aujourd'hui, mais je suis quand même référente handicap. Et c'est vrai qu'avant le travail, il y a bien sûr les diplômes, la scolarité. Alors c'est vrai qu'on souvent, on parle d'institutions, mais il y a aussi beaucoup, heureusement, de jeunes en situation de handicap dans le milieu scolaire. Et alors, moi, ma réflexion, et en plus, je suis maman d'un enfant, d'un adulte maintenant qui a un TSA et qui a 22 ans et qui est à la fac, en 2e année de licence de psychologie. Oui, c'est assez incroyable. C'est son projet. Bon, c'est pas pour vous dire ça, c'est pas pour dire c'est bien, bravo. Mais surtout, pour souligner qu'il n'a pas validé sa première année à cause de compétences qu'il n'a pas. Il est très, très en échec sur les maths et l'anglais. C'est pas du tout un linguiste. Par contre, il a rêve, il voudrait même aller au Canada parce que là-bas, comme il dit, ils sont plus en avance que nous. Tout simplement travailler auprès à son tour d'autistes et essayer de les accompagner. Par contre, il est en train d'apprendre la langue des signes parce qu'il a compris que pour faire peut-être entrer en communication, ça serait un bon exemple. Donc ma réflexion de tout ça, je suis enseignante en fin de carrière en plus, voilà mon fils. Moi je me dis que, bon, je vois que le milieu du travail est en train d'évoluer, on est là pour ça, mais il faudrait que le milieu scolaire peut-être aussi, ce que vous disiez M. Chauvanec, les compétences. Parce qu'aujourd'hui on est quand même beaucoup sur le diplôme. Et que mon fils, je pense que peut-être qu'il n'avancera pas très haut dans la psychologie parce qu'à cause des maths et de l'anglais, entre autres. Voilà, et c'était un peu ma réflexion que aussi, que toute la filière, entre guillemets, excusez-moi, mais en amont du travail, que ça suive un peu et que pour certaines personnes, on admette qu'ils aient des compétences très, très... Voilà, des motivations, des compétences, de l'utilité, je ne sais pas comment dire, et puis que, voilà, sur certaines matières, et on leur fait peut-être, voilà, abstraction de leurs lacunes. Oui. Voilà. Pour la petite histoire, la semaine dernière, il s'est fait humilier devant tout le monde. Il a quand même tenu bon parce qu'évidemment, on lui a dit qu'il était nul. Et le thème de l'exposé en anglais, c'était l'autisme. Il aurait aimé tellement parler l'autisme devant les gens. Voilà. C'était juste pour un petit témoignage. Mais en lien, je pense, avec la suite, quel emploi, n'est-ce pas? Voilà. Oui, tout à fait. Et bravo donc à vous d'avoir pris la parole et à votre fils d'avoir apporté un peu cette passion-là. Alors, pour un peu vous taquiner, si j'ose dire, est-ce que vous savez quel est le projet professionnel de Johanna, celle dont j'ai montré la vidéo au début? Elle veut devenir conseillère conjugale. Voilà. Mais c'est très bien. C'est très bien parce que justement, ce projet professionnel, alors qu'est-ce qu'elle fera finalement? Je l'ignore, elle est très jeune, quoi. Elle va sans doute peut-être changer d'idée, que sais-je. Mais ce projet professionnel va l'amener à toutes sortes d'apprentissages et de découvertes. Donc c'est justement par les projets les plus fous qu'on apprend le mieux, qu'on apprend le plus, quoi. Et vous connaissez sans doute la phrase qu'on cite très souvent, ils ne savaient pas que c'était impossible, donc ils l'ont fait, quoi. En fait, peu de gens savent que cette phrase, elle est de Virgile, quoi. Et cette phrase, elle figurait sur la couverture du livre Lettres sur les aveugles, qui a été écrite par Diderot.
Et à cause de ce bouquin-là, on a jeté Diderot à la forteresse de Vincennes, quoi. Pourquoi est-ce que ça avait choqué les gens? Parce qu'il décrivait dans ce livre de 1748 que les personnes aveugles n'étaient pas inférieures à des personnes voyantes sur le plan intellectuel, éthique, etc. Voyez. Donc, comme quoi, c'est cette idée qu'on peut faire ce qui n'était pas prévu, je crois que c'est très important. Et je crois aussi votre témoignage rend très bien compte d'un point essentiel, c'est qu'il y a des idées que, par exemple, les autistes seraient forts en maths. Dans la plupart des cas, c'est faux, quoi. Et il n'y a qu'une toute petite minorité d'autistes qui aiment l'informatique. Tout comme il y a quelques décennies, on disait aux jeunes aveugles, si tu travailles bien à l'école, tu seras pianiste. Si tu travailles mal, tu seras masseur, quoi. Ce qui n'est pas très flatteur. Et d'autant plus que les jeunes aveugles, en général, ne veulent devenir ni pianiste ni masseur. Donc, voilà, ça résout le problème. Mais je suis bien d'accord avec vous que l'enseignement, et c'est les problématiques d'inclusion professionnelle auxquelles nous faisons face. En fait, nous payons les pots cassés, de défaillances graves du système éducatif. Et en particulier aussi des apprentissages, des formations de l'âge adulte, où on est très mauvais sur ce point-là. Une autre intervention ? Bonjour, déjà je vous remercie votre intervention. Je vous ai rencontré grâce à Fabienne Borloz, qui est une personne très inspirante et très impliquée dans le handicap. Donc déjà, je vous remercie d'arriver à vulgariser, à dédramatiser, à mettre beaucoup d'humour autour du handicap, parce que je pense que c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, on arrive à comprendre des situations. Je trouve ça extraordinaire de passer par du Disney, par des BD. C'est tellement plus parlant que des articles de loi qui définissent ce qu'est une déficience, un handicap. Voilà, c'est beaucoup plus concret. Donc vous êtes une personne très inspirante pour ma part, comme le sont aujourd'hui des personnes comme Philippe Croison, comme Lucie Carrasco, que j'admire beaucoup, qui, entre parenthèses, a fait un petit challenge à notre président de la République en lui demandant si elle devait choisir entre l'amour ou l'argent, et qui, alors on va voir ce que ça donne, mais qui a réussi à débloquer une situation qui est assez extraordinaire, c'est la déconjugalisation de la AH. Donc pour des personnes qui ne savent pas ce que c'est une personne handicapée qui a une allocation, donc adulte handicapé, mais à partir du moment où elle est en couple, elle n'y a plus droit en fait. Parce que sinon son compagnon ou sa compagne doit gagner moins de 800 ou 900 euros par mois. Donc merci à vous, ces personnes qui êtes déjà concernées par le handicap, parce que je pense que c'est ça aussi qui fait avancer les choses, de vulgariser, d'oser dire des choses, de froisser, de choquer, parce que justement c'est en passant par ces phases-là que l'on comprend vraiment ce qu'est le handicap au quotidien, et vous en parliez tout à l'heure, c'est de l'environnement, c'est juste une question d'environnement. Vous prenez une personne avec des compétences, voilà, déjà on est des personnes, déjà on est des hommes, des femmes, on est des personnes, et on a des compétences. Donc arrêtez de voir le handicap comme quelque chose qui est négatif, quelque chose que dont on devrait avoir honte. Moi, je suis référente handicap. Je suis moi-même en situation de handicap et handicap invisible, donc je sais particulièrement de quoi il s'agit aujourd'hui. Donc c'est vraiment un combat de tous les jours, mais d'avoir des personnes comme vous, Monsieur Chovanec, ça permet de faire avancer les choses. Donc vraiment, merci, et à très bientôt pour une nouvelle conférence. Merci à vous. Il y a un point commun, alors ça ne figure pas dans les bouquins, entre les personnes trisomiques et les gens autistes, c'est qu'on est très mauvais à faire des nœuds, en général. Voilà. Est-ce qu'il y a peut-être quelques dernières interventions ?
n'hésitez pas, il n'y a pas de questions bêtes. Une question, ou plutôt une piste de réflexion. Quelque part, les échanges que je peux avoir avec des référents handicap, avec des institutionnels, etc., me donnent le sentiment que la société et l'école également produit beaucoup d'handicap. Peut-être à travers un excès de normes, ou peut-être d'autres aspects, l'outil informatique, le numérique, les médias. Voilà. Et est-ce que là, il y a peut-être un certain nombre de recommandations à donner, à évoquer, voilà, sur tout les dangers qui peuvent constituer finalement des outils modernes et qui finalement produisent du handicap. Merci. Très, très, très chouette question. Moi, si j'ose essayer de répondre juste par quelques points très rapides. À mon avis, il y a un handicap majeur qui a été induit par le fonctionnement scolaire, c'est cette obsession de hiérarchie entre les gens. Vous voyez, les élèves, pendant des années, donc pendant les plus belles années peut-être de la vie d'une personne, on est constamment dans des questions de hiérarchie. Voyez, donc un tel, il est à temps et temps, un tel, il est à temps et temps, et moi je suis à temps et temps, 12,31, 14, et donc ça crée cet état d'esprit qu'à chaque fois qu'on voit une personne, on essaie de la situer, comme s'il y avait un axe hiérarchique unique. Lui, ses compétences, c'est comme ça, moi, c'est comme ça. Ça, je crois que c'est un handicap majeur que de réfléchir comme ça. Parce qu'il n'y a pas un axe, vous voyez, il n'y a pas un axe des compétences humaines et un tel serait à tel niveau, un tel à tel autre. C'est pas comme ça que ça marche. Et réfléchir en ces termes-là, c'est catastrophique parce qu'on ne va pas faire de découverte par rapport au fonctionnement interhumain. Et le résultat que l'on observe dans un certain nombre de grandes entreprises, quand on essaye de réfléchir à comment les rendre inclusives, eh bien, collectivement, on fait une découverte qui nous laisse bouche bée. C'est qu'en fait, tout le management est issu de la même grande école. Vous voyez ? Et donc, ça, c'est un exemple, je dirais, de situation, pardon de le dire, anormale, qui est issu de ce handicap, je dirais, induit par des années et des années de hiérarchisation par les notes, etc. Et je me permettrai d'ajouter, pardon de le dire, parce que l'objection qu'on entend constamment, tu dis ça parce que tu es frustré. Et non, j'avais de très beaux résultats quand j'étais plus jeune. Donc, c'est pas par frustration personnelle que je le dis. C'est justement parce qu'on doit comprendre à quel point tout ça, c'est fragile, ces idées de hiérarchisation. Ensuite, tous les outils, vous avez sans doute fait une allusion à tous ces outils nouveaux, entre guillemets, qui, en fait, sont souvent très excluants. Et donc là, il y a toute une réflexion à avoir sur, justement, les personnes que l'on oublie à chaque fois que l'on crée une nouvelle solution d'achat, de billets, que sais-je. Il y a à chaque fois une catégorie de gens que l'on oublie. Alors, je vais vous donner juste un tout petit exemple, pardon, c'est personnel, ça n'a l'air de rien, mais je me débat avec ça. Vous voyez, maintenant, les boîtes mail sont authentifiées de façon de plus en plus complexe, ce qu'on appelle les 2 niveaux d'authentification, peu importe les détails techniques. Pourquoi pas? Mais on a oublié que des personnes qui ne peuvent ni lire ni écrire utilisent des mails, quoi. Et donc, on se retrouve bloqué, des comptes mail se retrouvent bloqués à cause de ça, quoi. Vous voyez? Donc, on n'y a pas pensé. Et on dira, c'est peu de gens. Oui, mais comme vous êtes... et c'est le syndrome des luxembourgeois. Les luxembourgeois, vous me direz, il y en a peu. Oui, mais quand vous êtes au Luxembourg, vous êtes entouré de luxembourgeois. Vous voyez, donc c'est exactement cela. Donc, on ne peut pas exclure comme ça tel ou tel pan de la population. Et l'exclusion numérique amène des désastres humains, personnels à tous les niveaux. Donc, oui. Mais là aussi, je me dis que s'il y avait dans l'institution scolaire, aussi bien que dans les milieux, à dire décisionnels, des personnes directement concernées, peut-être qu'on éviterait un certain nombre de couacs de ce genre. Juste comme ça, une question. Pourquoi est-ce que, à votre avis, les Romains,
tout comme d'autres peuples, avant qu'une décision politique d'envergure soit prise, consulter les oracles, les augures et toutes sortes de personnages bizarres qui observaient le vol des oiseaux et la configuration du foie des veaux, quoi. Vous me direz, c'était des fous, quoi. Comment est-ce qu'un être humain peut croire qu'observer un vol d'oiseaux peut avoir une influence sur une décision militaire? Mais en fait, à y réfléchir, c'est pas du tout idiot parce que ça empêchait l'arbitraire des prises de décision. Et avant donc qu'une décision importante tombe, il fallait consulter plusieurs dizaines de personnes et prendre du temps de voir est-ce qu'on n'a pas gaffé à ce niveau-là ou à ce niveau-là, quoi. Voyez? Donc, c'est à ce titre-là que je me dis qu'on aurait tout à gagner d'associer davantage de profils justement dans ce parcours de décision plutôt que les décisions ne soient prises par un seul personnage ou un seul profil. Voilà, dit de façon très, très ramassée, parce que je crois que nous avons peut-être un ennemi commun où il nous reste encore du temps. Je ne sais pas. Peut-être pour une question. En fait, vous avez un avion à ne pas rater. Et du coup, effectivement, je pense qu'on est obligé, pour vous permettre effectivement d'attraper votre avion, de nous arrêter là. Je voulais juste vous lire en fait quelques messages qui ont été envoyés par les personnes dans la salle qui ont réagi en fait à votre conférence. Donc, ce qui revient effectivement le plus fortement, c'est les termes merci, inspirant, humainement renversant, exceptionnel, formidable, captivante, winifiant. Ça, c'est quand même pas mal. Pédagogue. Bref, voyez la trace que vous laissez sur notre après-midi, Monsieur Chovanec. Donc voilà, il nous reste vraiment à vous remercier et à vous applaudir bien fort pour votre conférence. Et on va peut-être juste se quitter avant de lancer le petit moment de conclusion par un dernier dessin qui illustre bien ce qu'on a pu vivre avec vous cet après-midi. Donc encore merci, Monsieur Chovanec, vraiment, et on vous remercie d'avoir été avec nous cet après-midi.